France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre pour notre partie débat spécial Journée de la francophonie le samedi 20 mars. Do you speak French? Ou parlez-vous français? La place du français dans les institutions européennes devrait progresser en théorie sur le papier, car l'anglais, avec le Brexit, n'est plus la langue officielle que de l'Irlande et de Malte, ce qui représente 1,2% de la population en Europe. La langue de Shakespeare est néanmoins devenue et va rester la langue de travail de l'Union européenne. Si le français et l'allemand ont aussi le statut de langue officielle de la Commission européenne, elles apparaissent de moins en moins dans les documents de travail. Comment défendre la place du français dans les institutions de l'Union européenne, mais aussi auprès des citoyens? Au sein des pays membres de l'Union, le français est parlé par 118 millions de personnes sur 450 millions d'Européens, selon l'Observatoire de la langue française. Peut-il se maintenir, voire devenir la langue de référence à Bruxelles? Alors, en tout cas, c'est ce qu'espère notre invitée Nadine Morano, députée européenne. Bonjour, Madame Morano, pour le Parti populaire européen, les Républicains en France, depuis Toul en Meurthe-et-Moselle. Et puis, nous sommes également depuis Bruxelles en compagnie de Pierrette Herzberger-Fofana. Vous qui avez grandi au Sénégal, fait des études en sociolinguistique allemande à Paris avant de continuer vers l'Allemagne. Vous êtes désormais députée européenne allemande pour les Verts. Et depuis Bruxelles également, Ivo Christophe, député européen, socialiste et démocrate bulgare, traducteur d'auteurs français en bulgare, et votre pays fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie, à la différence de l'Allemagne. Et je voudrais d'abord avoir un premier tour de table rapide. Quand vous échangez avec des collègues eurodéputés, vous parlez en quelle langue, Pierrette Fofana-Herzberger? Tout dépend du député. Ça peut être en français, ça peut être en anglais, ça peut être en allemand, puisque je représente ici l'Allemagne. Mais quand je prépare quelque chose, je le fais d'abord, très souvent, je le fais en français ou en allemand. Moi, je travaille avec les deux langues. J'essaye de privilégier toujours le français. Voilà, parce que je pense que, d'ailleurs, pour être respectueux non seulement de ma langue maternelle, mais aussi des citoyens européens. Donc, il m'arrive de participer à des réunions où j'écoute mes interlocuteurs en anglais et je leur réponds en français. Vous savez que pour participer, pour être élu à cette institution, il ne nous est pas demandé d'avoir un diplôme d'anglais. Et donc, pour respecter à la fois les citoyens et les élus, et notre méthode de travail qui est d'ailleurs organisée sur la base juridique s'agissant du multilinguisme, je ne vois pas pourquoi on mettrait à la corbeille notre langue, d'autant qu'il y a une vraie volonté de voir imposer comme langue dominante l'anglais dans nos méthodes de travail. Je m'en suis plaint de nombreuses reprises. J'ai même écrit au président de la commission à laquelle je participe, qui est la commission Libé, ou sur une résolution d'urgence qui nous a été transmise exclusivement en anglais, des amendements aussi en anglais. Je considère que c'est inacceptable parce qu'il y a beaucoup aussi de données techniques sur lesquelles il nous faut travailler, donc des mots techniques, et il ne faut pas que ce soit un barrage à notre travail parlementaire. Donc j'ai même quitté la salle. Monsieur Christophe, vous qui êtes bulgare, francophone, comme votre pays d'ailleurs qui l'est beaucoup, vous reconnaissez que l'anglais est très prédominant et le français beaucoup moins? Je dirais au risque, oui. Au risque de vous décevoir, je dois dire que le français n'occupe pas la place qui lui revient de droit parce que le français est une langue de culture et une langue historique de la construction européenne. Mais malheureusement, l'anglais prédomine et il y a plusieurs raisons pour cela. Ce qui est triste, c'est qu'avec le repli de la langue française, il y a un repli de la façon de penser française. Il y a des nuances que le français peut exprimer et que l'anglais ne peut pas, vu sa grammaire un peu sommaire. Donc c'est un problème
plus profond et plus intéressant qu'il ne paraît. Le français ne peut pas être défendu uniquement par des mesures administratives et par des batailles politiques. Et il doit être défendu par un essor culturel qui va le faire revenir sur le devant de la scène, qu'il n'a pas quitté, bien sûr, mais où il a été évincé par l'anglais ces 30 dernières années, disons. Et pourtant, depuis le Brexit, Pierrette Esberger-Fofana, il y a un changement des rapports de force linguistique sur le papier. 1,2% de la population à l'anglais pour langue officielle en Europe, contre 13% avant le départ des Britanniques. Et ça n'a pas modifié quelque chose au sein des institutions européennes ? Non, alors je dois vraiment avouer que personnellement, j'avais été aussi très surprise lorsque je suis arrivée à Bruxelles, parce que j'imaginais, enfin je pensais au moins que la langue de travail aurait été le français. Mais la langue vraiment de travail ici, c'est l'anglais. Dans toutes les commissions, c'est en anglais. Lorsque je remplace notre président au sein de la commission développement, tous les textes sont en anglais. Et évidemment, bon, on s'habitue, mais le départ des Anglais n'a rien changé. Il y a peut-être un problème que l'on doit considérer, c'est que pratiquement tous nos collègues des pays de l'Est ne maîtrisent pas le français. Et évidemment, l'anglais est une langue assez facile, là, comme l'a dit le collègue tout de suite, là. L'anglais, enfin pour moi au moins, j'ai toujours l'impression que tout est écrit de façon très simple, surtout lorsqu'on est habitué au français assez châtié, qui a un vocabulaire, enfin il n'a pas un vocabulaire, mais on a tendance, lorsqu'on parle français, à parler cela de façon très châtiée. C'est peut-être aussi dû au fait que le français a été pendant très longtemps la langue de la diplomatie. Donc il y a tout un vocabulaire que l'on a développé, que l'on a appris, que moi je n'ai pas par exemple en anglais. Et j'avoue que c'est resté comme ça et je crains que le français ne jouera pas le rôle que l'on aimerait le voir jouer, tout comme l'allemand. Il ne faut pas oublier que quand même l'Union européenne, c'était au moins au départ la France et l'Allemagne. Quant à l'allemand, c'est nulle part, à part quelques députés allemands qui parlent de temps en temps en allemand non plus. Je tiens quand même à le préciser parce qu'après tout, je suis députée pour l'Allemagne. Il est vrai que moi, j'ai enseigné le français en Allemagne, donc j'ai une expérience du français langue étrangère qui est complètement différente probablement de mes collègues. Le français, c'est la langue officielle unique en France. Hein. C'est également la langue co-officielle de la Belgique et du Luxembourg. Quand vous entendez vos collègues dire c'est une langue un peu difficile, déjà, il y a la difficulté d'apprentissage, peut-être aussi la difficulté d'accès à ce français maintenant dans les pays. Hein, beaucoup d'alliances françaises ou d'instituts français qui ont fermé ces dernières années. On n'a peut-être pas investi suffisamment dans cette langue pour qu'elle soit très présente à Bruxelles. Non, moi je crois que tout ça, c'est une question d'élite, en fait. Je crois que c'est plutôt les élites qui ont envie de se simplifier la vie et d'utiliser l'anglais et qu'elle serve de langue dominante. Quand vous regardez les chiffres de la francophonie, aujourd'hui, vous avez 470 millions de personnes qui sont francophones dans le monde, dont 140 millions en Europe, en fait. Et donc, on voit que c'est en progression puisqu'on estime à 520 millions de francophones attendus d'ici à 2050. Donc, on voit qu'il y a une progression, malgré tout, de la langue française. Et moi, je crois qu'en fait, c'est ce qui me choque, en fait, en tant que parlementaire européen, et de voir, par ailleurs, la Commission européenne, son fonctionnement. Moi, je regardais 40% des documents de la Commission européenne étaient à la base rédigés en français en 1997. Il n'y en a plus que 5% en 2014. Donc, vous voyez, et au fur et à mesure, les documents, il y a eu un glissement vers l'anglais. Mais parce que les parlementaires laissent faire, parce que les autorités laissent faire. Quand je vois que quand vous avez des directions de la Commission, des directions générales de la Commission européenne, quand vous regardez les grandes directions de la Commission européenne, je pense par exemple à celle de la migration, qui ne sont accessibles qu'en anglais, celle de la coopération internationale et de développement, celle de l'environnement, celle de l'élargissement, celle du commerce. Donc toutes ces directions générales de la Commission européenne, si vous allez sur leur site, tout est en anglais. Regardez, aujourd'hui, il y a un sujet qui occupe tous nos compatriotes, qui sont les informations sur les vaccins. L'Agence européenne du médicament n'est accessible qu'en anglais. C'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut taper du poing sur la table. C'est pour ça que moi, je me suis levée de commission une fois et je n'ai pas accepté qu'on bafoue
les règlements. Mais enfin, vous savez qu'il y a des textes qui régissent justement l'utilisation des langues. Alors, ma collègue, Madame Fofana, disait que les textes étaient très souvent en anglais. Bon, la réalité, c'est qu'on les a quand même en traduction, alors la veille ou quelques heures avant. Et quand nous sommes en séance plénière, il y a l'obligation d'avoir les textes dans nos langues. Nadine Morano, ça peut aussi s'expliquer peut-être par un sous-investissement de la langue française dans les différents pays du monde. Et justement, Yvan Christophe, les instituts français d'apprentissage du français ont été l'objet de coupes budgétaires drastiques. Est-ce que c'est, par exemple, encore possible d'étudier, d'apprendre le français n'importe où en Bulgarie? Heureusement, oui, parce qu'il y a une très vieille tradition. L'enseignement du français en Bulgarie est très bien structuré, ce qui fait qu'il y a des générations de francophones qui sortent des écoles bulgares. Il y a une présence française très bien enracinée en Bulgarie, mais toujours est-il qu'au niveau international, mondial, il ne faut pas s'en cacher, on vit dans un monde structuré par l'anglais. C'est l'anglais qui est le langage de la high-tech, du commerce mondial. C'est l'anglais qui pénètre via la culture pop, ce qui fait que l'anglais domine la scène internationale. Et je répète encore une fois, ce n'est pas par des mesures administratives qu'on va arriver à faire changer la donne. Il faut que la France retrouve une nouvelle inspiration, parce que dans les années 60 et 70, par exemple, et dans les années 80, à l'époque Mitterrand, personne ne contestait la place du français au niveau culturel. Alors que, depuis lors, il y a une vraie crise de la langue française. Il suffit de voir combien d'anglicismes ont fait leur percée dans la langue française elle-même. Donc, c'est une question d'essor culturel, de structure d'enseignement, et puis viennent bien sûr les mesures politiques, administratives et autres. La question aussi, Madame Herzberger-Fofana, c'est est-ce que finalement vous considérez que c'est une question essentiellement de perte d'influence de la France dans les institutions européennes, de leur possibilité d'accéder aux grands postes. Alors peut-être parce qu'ils ne parlent pas anglais suffisamment aussi, les Français, ou peut-être justement parce qu'ils n'arrivent pas à s'imposer à ces postes et là, le français régresse. Comment vous voyez ce rapport ? Moi, je ne dirais pas que... tout d'abord, je devrais dire le français est une langue difficile pour quelqu'un qui n'est pas de langue maternelle. Ça, il faut d'abord le reconnaître. Et donc, aujourd'hui, puisque la plupart des gens ont la possibilité de parler anglais, c'est l'anglais qui s'est imposé. Et, évidemment, je ne pense pas que des mesures administratives pourraient changer quelque chose. Il doit y avoir peut-être un élan. Les parlementaires qui maîtrisent le français, on pourrait peut-être leur demander de s'adresser de plus en plus, si on veut, en français. Mais on ne pourra jamais obliger quelqu'un à parler une langue si cette personne-là ne veut pas. Nous assistons actuellement avec les médias, avec la montée des médias, que tout se fait en anglais. Et vous avez tellement d'expressions aujourd'hui qui sont en anglais que ça va être très difficile, à moins qu'on ait un changement littéral des mentalités. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Lorsqu'on dit qu'il y a 140 millions de francophones en Europe, oui, mais il y en a combien qui parlent l'anglais ? Et je prends, au lieu de faire une espèce de guerre, c'est peut-être de remettre à l'honneur, peut-être la langue, et exiger que tout soit fait en anglais. Moi, je sais que, par exemple, chez nous, à la commission D, tout est en anglais. Bien sûr, on peut demander le texte en français, mais il est d'abord donné comme cela. Et je crois que nous allons aller, malgré le départ de nos collègues anglais, du Brexit, je pense, moi, que la langue anglaise va continuer à dominer, vu le nombre de participants que nous avons, vu que tous les autres pays, surtout tout l'Est, pratiquement, ne parlent pas français, au moins les collègues que je connais de l'Est. Et là, ça va être difficile de prendre des mesures quelconques. Nadine Morano, est-ce qu'il faut fixer des quotas de réunions en français, réduire, par exemple, de 50% les textes en anglais? Est-ce que vous y êtes favorable ou c'est irréaliste? C'est pas irréaliste du tout, ça fonctionnait très bien avant. Il suffit de respecter encore une fois les bases juridiques. On a un article 167 du règlement intérieur du Parlement
européen qui dispose que tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles. Je ne comprends pas pourquoi d'un coup on efface le français. Quand j'entends les participants à notre émission dire c'est pas important de modifier des règles administratives, si, mais c'est fondamental de ne pas laisser faire. Enfin, je trouve inacceptable qu'on puisse dire à nos citoyens que maintenant, sur la base d'une élection, il faut le dire clairement, dans ce cas-là, il faudra dire que les candidats à l'élection européenne, pour être parlementaires européens, devront parler anglais. Ce n'est pas du tout dans les dispositions électorales. Et moi, j'organise cette mobilisation avec notre délégation française de faire respecter l'usage et l'utilisation du français. La France est un pays fondateur de l'Union européenne, donc je ne vois pas pourquoi on se laisserait dominer par une langue, d'autant que vous l'avez rappelé avec le Brexit, il y a plus que 5 millions d'Européens qui ont anglais pour langue officielle. Donc l'Irlande et Malte, donc moi je les respecte évidemment, mais de quelle manière et pourquoi est-ce qu'on accepterait la domination de la langue anglaise parce que c'est plus facile, parce que si, parce que ça? Un tout petit mot pour conclure, Monsieur Christophe. Qu'est-ce que vous souhaitez à cette journée de la francophonie depuis Bruxelles? Qu'est-ce que vous souhaitez en quelques mots? Mais j'aimerais voir les gens s'intéresser à la langue française parce que c'est une façon de penser, c'est une culture, c'est une sensibilité qui manque terriblement ici même dans les institutions, qui sont devenues trop rectangulaires, trop rigides, trop sommaires dans leur façon de s'exprimer. Et d'ailleurs, le langage de Bruxelles est l'une des raisons qui explique cette fossé qui apparaît entre les citoyens et l'idée européenne. Le français peut la combler. Merci à tous les trois d'avoir très bien défendu la langue française dans votre expression. Merci encore. Merci, vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes.